Bonjour, bonjour chers amis, chers camarades. Bienvenue sur la chaîne Renaissance communiste de Michał Nowicki, en français cette fois-ci. Nous le faisons toujours en polonais, mais cette fois-ci on le fait en français, n'est-ce pas? Oui. Tu veux me présenter ou non? Tu peux présenter toute seule. D'accord. Bon, donc je suis militante communiste polonaise depuis de très longues années. J'étais militante féministe aussi. J'ai fait beaucoup de luttes en Pologne, en Europe, en France, notamment dans le mouvement altermondialiste. Vous pouvez regarder ce que j'ai fait sur Internet, rien en mettant mon nom. Normalement, il y a encore beaucoup d'articles qui sont encore publiés. En ce moment, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance, en français d'ailleurs. Et je suis intervenue, j'ai fait partie du mouvement des Gilets jaunes et avec Michał, j'interviens sur sa chaîne en polonais, notamment pour parler de l'histoire des mouvements sociaux français et aussi de l'actualité. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un livre qui vient de me marquer énormément. Il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué, vous pouvez le voir derrière moi. Ce sont des livres sur la résistance, sur la Seconde Guerre mondiale, les nazis et la libération, principalement de la France. J'en ai aussi évidemment sur la Pologne, mais bon, voilà, derrière moi, c'est cette partie-là. Mais je voulais vous surtout parler d'un livre qui m'a beaucoup ému, puisqu'il parle aussi de mon histoire, d'une certaine façon, puisqu'il parle de la destruction de l'Union soviétique. Le livre est un livre d'un chercheur, sociologue et politologue soviétique, pas russe d'ailleurs, Alexandre Ostrovsky, ici, et il a été édité par nos amis, les maisons d'édition, la maison d'édition communiste d'Elga, qui avait aussi édité mon livre et mes articles. Donc le titre français, Erreur ou trahison, enquête sur la fin de l'URSS, est un petit peu différent du titre russe, mais c'est bien le même livre. C'est un livre très important, qui vous voyez, est une grande enquête, 700 pages, énormément de sources, beaucoup de notes de bas de page avec les archives que l'auteur a pu voir. Donc l'auteur a pu voir des archives de la fondation Gorbatchev, donc les papiers personnels de Gorbatchev. Il a pu voir des tas de documents qui ne sont pas du tout secrets, puisque c'est des documents publics. Tout ce qui est les décisions du Soviet suprême, du plénum du KC, du Parti communiste, beaucoup de documents publics, énormément de presse de l'époque, et surtout il a aussi été un acteur de l'époque, puisque à l'époque il avait entre 25 et 30 ans. Il décrit aussi les événements auxquels il a, d'une certaine façon, nolens-volens participé, puisqu'en fait il a été au départ séduit par la perestroïka, et après il a été complètement contre, puisque cette perestroïka a en fait amené à la catastrophe. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première fois que j'ai entre les mains un dossier aussi complet, avec des preuves de la trahison, non pas de Yeltsin, ça on le sait, Yeltsin c'est rien, mais de Gorbatchev justement, le fameux Gorbatchev que l'Occident adorait. Et d'ailleurs, le préfacier français, communiste, qui est un militant du PRCF, le préfacier français du livre, je vais vous donner son nom, c'est Jean-Paul Baptiste. Lui, il dit que tous ceux qui ont lu ce livre, ils veulent lire tout de suite le premier livre. Et le premier livre de l'auteur, c'est « Qui a mis au pouvoir Gorbatchev ?» Mikhail Gorbatchev. Qui l'a mis au pouvoir? C'est ça le titre du livre. Une fois qu'on a vu comment ce type a entièrement, non seulement trahi l'Union soviétique, mais dont le but de la vie, comme il a dit à la fin, était de détruire l'Union soviétique, on se pose la question, comment l'Union soviétique a pu être infiltrée aussitôt pour que des types pareils puissent méthodiquement détruire un pays aussi grand et aussi, j'ai envie de dire, de façon aussi terrible, aussi terrifiante. Moi, à chaque fois, ça me fait pleurer presque, parce que ça me rappelle mes 20 ans, ça me rappelle 91, j'avais 20 ans, ça me rappelle comment ça a pesé sur ma vie, même si je suis polonaise, mais bien sûr, s'il n'y avait pas eu cette connerie de perestroïka, la Pologne populaire aurait probablement existé, et probablement elle aurait été démocratisée par nos soins, et j'aurais une vie très différente de celle que j'ai. Chaque fois je mets terrible, horrible, enfin parce que c'est vraiment terrifiant quand on lit ce livre. On se rend compte de la trahison et de la destruction méthodique du pays. Alors je vais vous marquer quelques points forts, comme ça vous verrez qu'est-ce qui est vraiment très intéressant, et j'ai envie de dire c'est une réflexion moderne, vraiment c'est une réflexion qui nous pose la question du pourquoi de la destruction de l'Union soviétique.
Parce que, voilà, on sait évidemment que l'Occident a toujours voulu détruire la Russie, l'envahir pour prendre ses ressources naturelles, mais c'est presque trop normal. La question qui se pose, c'est pourquoi les dirigeants soviétiques ont fait un pacte avec l'Occident pour détruire leur propre pays. Et là, ça c'est intéressant, y compris intéressant pour les citoyens occidentaux. C'est là où c'est vraiment très intéressant, puisqu'on parle justement du gouvernement mondial et du nouvel ordre mondial. Et ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas que les notions de nouvel ordre mondial, ça date de 1987, voire 85. Tu vois, c'est quand même incroyable. Hein. Et il cite des textes. Hein. L'auteur cite des discours de Gorbatchev où il parle du nouvel ordre mondial. C'est quand même incroyable. Et de la gouvernance ou du gouvernement mondial. Alors, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que Gorbatchev arrive au pouvoir, donc de façon légale, j'ai envie de dire, dans l'Union soviétique. Donc il est élu par le plénum du comité central du parti, hein, c'était la voie normale. Bon, on sait que le début des années 80 est marqué par une espèce de difficulté de l'Union soviétique à trouver un chef, un leader, hein, puisqu'il y a eu plusieurs morts. Hein. On sait que Andropov est mort très vite, Tchernenko est mort très vite. Il y a eu le dirigeant de la Biélorussie, dont on le sait par l'autre livre, comment il s'appelait, Piotr Macherov. Hein. Lui, il a été assassiné probablement en cours de route. Tous ceux qui devaient être les dirigeants potentiels de l'Union soviétique sont éliminés d'une façon ou d'une autre. Et Gorbatchev apparaît comme ça, de l'extérieur, y compris pour les citoyens soviétiques, ex nihilo, en avril 85, après avoir été le premier secrétaire en Ukraine, voilà. Là où c'est intéressant, l'auteur nous présente les mecs qui entourent Gorbatchev, toute son équipe, et surtout, il dit qu'il faut sortir de l'idée que Gorbatchev c'était un type peut-être un peu faible, un peu mou, il voulait démocratiser, mais en fait il s'est laissé porter par les événements. C'est totalement faux. C'est un type qui avait une équipe construite d'hommes de son âge, de sa génération. On verra qu'est-ce qui est le plus important chez ces hommes-là. Et il les a méthodiquement placés dans les centres du pouvoir, à la tête du KGB, dans les différentes instances du Parti communiste, au Soviet suprême, enfin là, il les a placés partout, dans l'armée. Et chaque fois que quelqu'un s'opposait à lui, tac, il les cassait, il les virait. C'est très intéressant parce que l'auteur dresse le portrait d'un Gorbatchev extrêmement dictatorial en fait, très pervers, et dont, alors, ça aurait pu être totalement acceptable s'il le faisait pour le bien du pays. Le problème, c'est que les Russes, les soviétiques, avaient confiance dans leur chef, dans leur leader, et en fait, il les a menés à la perte. Vraiment comme j'ai envie de dire, comme on pousse les animaux vers l'abattoir. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. Et ce qui est terrible, c'est que tu as 700 pages, et 700 pages, tu sais comment ça finit, malheureusement. Tu sais les morts hein, qu'il va y avoir après, hein, y compris nos propres vies bouleversées, le monde entier bouleversé. Et on voit ce type pousser l'Union soviétique vers l'abîme, hein, méthodiquement. Hein. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Eh bien, c'est que l'équipe de Gorbatchev, elle a des liens avec l'Occident depuis les années 50. Et notamment, le type qui est son conseiller principal, jusqu'au bout, c'est celui qui fait toute la perestroïka. Il s'appelle Yakovlev. Et ce Yakovlev, eh bien, il est stagiaire aux États-Unis en 1958. Il part aux États-Unis faire une recherche. Et on sait tous, on le sait nous d'autopsie hein, en tant que Polonais, hein, on le sait bien que chaque fois que nos dirigeants des pays populaires, des démocraties populaires, envoyaient des jeunes se faire former en Occident, ces types-là étaient pris par la CIA, les services secrets occidentaux, étaient attractés. C'est tous les boursiers, les Fulton University, et après ils se faisaient attraper et après bon bah ils ont tous trahi nos pays, n'est-ce pas? Peut-être que c'était pas comme ça le scénario au départ. Hein. Moi, je sais bien que quand j'ai fait ma thèse sur la Pologne populaire, quand Gomułka a envoyé des jeunes se former en Occident, c'était pas le but qu'ils trahissent. Hein. Le but, c'était ou comme les Chinois le font aujourd'hui, le but, c'est qu'ils prennent des compétences occidentales et après améliorent leur propre pays. Mais c'est vrai que la tentation de se faire acheter par l'Occident est énorme pour ces jeunes-là. Et bien, ce garçon-là, ce Yakovlev qui devait avoir la trentaine à l'époque, non seulement il passe un an aux États-Unis, on ne sait pas trop ce qu'il y fait d'ailleurs. D'ailleurs, l'auteur, alors quand l'auteur ne trouve pas les informations, il ne glose pas, il ne dit pas, voilà, il fait ci, fait ça. Il dit,
Nous ne savons pas ce que Yakovlev a fait, cela n'a jamais été rendu public. Et c'est là où on voit aussi la façon dont les citoyens soviétiques ont été tenus à l'écart des véritables informations par justement l'équipe de Gorbatchev. Il n'y a jamais eu de glasnost, jamais eu de démocratisation en réalité. Les vraies raisons du pouvoir sont toujours restées cachées. Et quand les raisons sont cachées, et que jusqu'à aujourd'hui on ne le sait pas, l'auteur le dit. Donc ce type-là, c'est lui qui a conçu la notion de perestroïka. Et ce qui est très intéressant, c'est que le traducteur français, que nous connaissons puisque c'est un camarade, lui, il a bien utilisé le mot restructuration, restructuratia. Et Michał, écoute bien perestroïka, même à nos oreilles polonaises. Przestawić ustrój. Ustrój, ustrój. Qu'est-ce que ça veut dire perestroïka? Ça veut dire régime change, changement de régime. Zmiana ustroju. Et moi, toute ma vie, à l'époque j'avais 14 ans quand même quand ça a commencé, j'étais convaincue que perestroïka, ça veut dire démocratisation. Je sais pas si tu vois la forme d'hypnose qu'on a, alors qu'on connaît les langues. Moi, mon russe était à l'époque meilleur qu'aujourd'hui. Même en polonais, perestroïka, tu vois bien la notion de régime change. Eh ben, on l'a pas compris. Alors que c'était dans le mot, dans le mot. En fait, en réalité, ces types-là ont été mis là au pouvoir pour changer le régime, c'est-à-dire détruire l'Union soviétique, pour faire la révolution de couleur, le régime change. D'ailleurs, c'est Yakovlev qui lance ce mot tout de suite, mais après la visite d'un personnage important. Et qui est ce personnage? Le président de la Westminster Bank, Friedrich Wilhelm Christians. Ce type-là, il est reçu par Gorbatchev le 18 avril 1985. 85, hein, on est d'accord, hein, ça commence tout de suite. Et ce type-là, eh ben, c'est le représentant de la banque Rothschild et accessoirement de la Deutsche Bank aussi. Et ces mecs-là, c'est l'un des premiers qui arrive et qui tout de suite conseille Gorbatchev sur le régime change. Comment faire? Et l'auteur le décrit, parce qu'après, il y a la presse qui sort la notion de perestroïka, qui commence à dire qu'il faut absolument tout changer. Et là, il y a une excellente analyse sur l'Union soviétique des années 80. Qu'est-ce que j'apprends par l'auteur, qui travaille sur des statistiques très fines? L'auteur dit, d'accord, il y avait une stagnation, d'accord, l'Union soviétique avait certains retards, et notamment dans le niveau de l'informatisation, l'informatique, c'est-à-dire qu'elle n'était pas capable de prendre tout de suite le virage d'Internet et de la mondialisation qui était en train de se faire, et que notamment, il y avait un comité chargé du parti, qui était chargé de travailler sur la modernisation de l'appareil productif en vue de son informatisation. Et Gorbatchev a tout fait pour que ce comité n'arrive pas à travailler, qu'il ne trouve aucune solution. Et donc, il y avait cette stagnation. Mais l'Union soviétique n'était pas endettée. Tout le monde avait à manger, avait un appartement, on le sait. Mais ce n'est pas vrai qu'il y avait des pénuries. En réalité, il n'y avait pas de catastrophe économique. Au contraire, il y avait une espèce de vie totalement normale. On le sait d'une certaine façon, mais on l'a oublié, parce que nous aussi, on a, y compris quand on était polonais, y compris les soviétiques en réalité, ils avaient dans la tête, après ils ont eu le cerveau lavé, on leur a dit que voilà, ils sont pauvres, ils n'ont rien, et donc du coup, ils ne regardaient pas ce qu'ils ont. Moi, je me souviens toujours de ce film, terrible film de propagande de la petite Viera, tu sais, Mała Viera. Moi, ce qui m'avait frappé dans ce film, c'est l'opulence de cette société soviétique comparée à la pénurie en Pologne, hein, post-Solidarność. Qu'il y a tout ce qu'il y a à bouffer, voilà, ils savent même plus quoi faire tellement ils ont à manger. Hein. Ils s'emmerdent pas en réalité. Hein. Bon, l'Union soviétique c'est vaste, hein, donc il y a de quoi voyager, même si tu ne peux pas quitter ton pays, tu as largement de quoi faire pour t'occuper. Et tu avais la culture, etc. Alors que la Pologne, après Solidarność, c'était vraiment les vraies pénuries et la véritable dégringolade. L'Union soviétique, il n'y avait aucune dégringolade. Il y avait juste une espèce de malaise, de mal-être. Et Gorbatchev a utilisé ce mal-être pour presser la société, lui faire peur, pour lui dire... Nous allons tous mourir si on ne fait pas la perestroïka. Le pays va mal. Et c'est repris par notamment les organes du parti. Par la Pravda, par comment c'est tout, il les cite. Les organes là, du Komsomol. Là, donc toute la presse officielle commence sur cette base-là de ces rencontres avec l'Occident à dire que ça va mal. Et d'ailleurs, je me souviens aussi de mon seul et unique voyage en Union soviétique, c'était en Lituanie en 89. J'étais frappée aussi par l'opulence des magasins, le fait qu'on avait d'excellents produits laitiers,
Voilà, que oui, on faisait la queue au restaurant, mais c'est parce qu'on avait de l'argent à dépenser, en fait, voilà, et qu'on avait des vacances, et de beaux appartements, enfin, tout ça, ça m'avait frappé. Et il y avait un décalage entre ce que je voyais et toute cette espèce de propagande russophobe qui, depuis tous les temps, depuis que la Russie existe, va dire « Oui, la Russie, c'est pauvre, les Russes crèvent de faim. » Même si les Russes sont archi-opulents, on va toujours dire « Non, non, mais les Russes, c'est pauvre. Hein. » Donc, du coup, ça rentre dans la tête comme une espèce de cliché, comme une watka, comme un schéma. Et effectivement, la force de Gorbatchev, c'est qu'il a fait croire aux Russes qu'ils étaient pauvres, alors qu'ils ne l'étaient pas. Et l'auteur montre toute cette propagande, comment elle avance. Et comment fabriquer, il fallait fabriquer cette pauvreté. Comment il s'y est pris pour fabriquer la pauvreté? D'abord, il a fait la fameuse campagne contre l'alcoolisme. Alors moi, je me rappelle bien de cette campagne contre l'alcoolisme. Comme chez nous, on buvait beaucoup, je trouvais ça bien. À l'époque, j'habitais en Allemagne, mais on était, mon père travaillait pour la Pologne populaire, on était quand même bien en contact avec ce que les Russes disaient. Et je me suis dit, c'est bien, il faut faire des campagnes contre l'alcoolisme, on boit trop dans nos pays, etc. L'auteur montre les statistiques. Ce n'est pas vrai que les Russes buvaient trop. Certes, ils buvaient plus de vodka et moins de vin, etc. Et donc, ce que le parti préconisait, c'est de changer la structure de la consommation de l'alcool, c'est-à-dire notamment ouvrir plus de cafés et de restaurants pour que les gens puissent boire plus de bière et plus de vin et moins de vodka, samogone, etc. Et en fait, pour ça, il fallait développer le tourisme et la consommation en réalité. Et Gorbatchev, qu'est-ce qu'il fait? Dans sa campagne contre l'alcoolisme, alors il interdit en fait la consommation, tu sais, du samogone, mais aussi il ferme de nombreuses entreprises fabricant de l'alcool. Mais du coup, il fait un trou dans le budget de l'État. Parce qu'il y avait des taxes sur l'alcool. Et l'Union soviétique, elle vivait aussi de ces taxes. Donc le budget fédéral, le budget de l'Union est affaibli. Première page. Deuxième chose, les Américains ont convaincu l'Arabie Saoudite de produire plus de pétrole. Tu sais que l'OPEP limitait la production du pétrole pour maintenir le prix du baril relativement élevé. Ce qui arrangeait bien sûr aussi l'Union soviétique, qui comme aujourd'hui aussi vendait son pétrole pour vivre. Et bien voilà, le fait que les Américains, l'Arabie Saoudite augmente le prix du baril baisse, mais il ne baisse pas drastiquement. Ça fait un manque à gagner à la Russie. Enfin, à l'Union soviétique, très important, parce que même moi, je m'y reprends. Il faut toujours dire Union soviétique. C'est très très important, on verra pour la suite. Et là, Gorbatchev lance sa campagne, on va tous mourir, c'est l'horreur, c'est terrifiant, il faut absolument restructurer l'économie, il faut l'ouvrir. Et en fait, les gens se laissent prendre au jeu, alors qu'il n'y a absolument aucune urgence. Et il n'y a pas de... Voilà, cette urgence, la notion d'urgence, tu vois, c'est ça le régime aussi, c'est ça l'infiltration, c'est ça, placer les hommes au pouvoir et faire croire au public qu'il est urgent de tout changer, alors qu'il n'était absolument pas urgent. Et comment ils vont s'y prendre après encore pour casser le budget? Le début de la privatisation avec la fameuse création des coopératives et l'ouverture de la fin du monopole du commerce extérieur. C'est là qu'on voit les cadres du parti, les gens qui dirigent les usines, s'émanciper, c'est-à-dire se privatiser en fait, acheter des biens à l'étranger et vendre des biens soviétiques à l'étranger, encaisser des devises sans que ça passe par le budget et les placer dans les paradis fiscaux. Et Gorbatchev le sait. Ces gens le savent parce qu'ils sont aux commandes de l'État. Ils sont à la Banque centrale, ils sont dans tous les organes qui contrôlent. C'est assez bureaucratique l'Union soviétique, bien sûr, mais c'est aussi un énorme pays, il faut imaginer. C'est un pays qui a ses traditions, donc il a sa façon de faire. Le pouvoir est un peu plus lent qu'en Occident. Voilà, il y a des tas d'échelons. Et finalement, c'est assez démocratique parce qu'en fait, quand quelque chose est décidé par le secrétaire général, il y a des tas d'échelons qui doivent dire, bon, est-ce que ça va, est-ce que c'est bien, etc. Or, Gorbatchev, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de squeezer tous les échelons. Ils essayent en fait de liquider la structure de l'État. Et très vite, il va rencontrer Reagan à Reykjavik. Je ne sais pas si tu te rappelles de la rencontre de Reykjavik. C'était en octobre 86, donc très vite. Moi, je me rappelle que c'était présenté en Occident, en Pologne, mais aussi, je crois, en Union soviétique, comme un grand progrès parce que justement, on a signé des accords de désarmement, c'est super, c'est la paix, etc. Et en fait, non, l'auteur prouve que c'est faux, que les Américains ont en fait liquidé dans le cadre de ces accords de réduction des missiles complètement obsolètes. Or, la Russie a non seulement liquidé des armements très performants, mais en plus s'est engagée à détruire beaucoup plus d'armements que les Américains. Il y a tout de suite une inégalité. Et surtout, il y a des accords secrets entre Gorbatchev et Reagan,
on n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Personne ne sait ce qui s'est dit, en réalité. Et l'auteur le montre. Et là, à un moment donné, Gorbatchev, il dit, le problème, c'est que si je ne le fais pas, si je ne vais pas rencontrer Reagan, ça sera la fin, la destruction de la Russie. Il fait du chantage en permanence, ce type. Et il est tout le temps dans le chantage. Et on s'aperçoit, ah oui, et du coup l'auteur, qui à l'époque était un jeune sociologue, s'est déjà aussi posé la question, mais pourquoi ils veulent absolument tout changer? C'est quoi cette histoire de, justement, de perestroïka, régime change? Pourquoi faire ça? Eh bien, Gorbatchev l'a dit, en fait. Et Yakovlev et tous les types qui l'entourent, ils le disent. Ils disent la chose suivante. La mondialisation se prépare. Il y aura un gouvernement mondial. Je te dis, c'est pas moi qui l'ai inventé. On dirait un truc complotiste de 2024, tu vois. Mais non, c'est vraiment dans le texte. Sauf qu'il faut... L'auteur a vraiment lu énormément de documents hein, pour retrouver ça. Et d'ailleurs, à l'époque, on entendait des mots, on ne comprenait pas les mots, hein, il faut le dire. Il y aura un gouvernement mondial. Il faut que la Russie participe au gouvernement mondial. Enfin, l'Union soviétique hein, participe au gouvernement mondial. Pour participer au gouvernement mondial, l'Union soviétique doit disparaître. En fait, c'est ça. Il faut la changer. Et le gouvernement mondial, c'est la maison commune européenne. Moi-même, j'étais pour à l'époque. Moi, je pensais, bon, c'est sympa, la paix en Europe, etc. Mais non. En fait, la maison commune européenne, c'est pas du tout la paix entre les pays européens. C'est le gouvernement mondial, fait par les banques, les Rothschild, les Rockefeller et tout le reste. Et dedans, il y a une Union européenne qui est en réalité une espèce de commission du gouvernement mondial. Et c'est très intéressant parce que plus on lit le livre, avec la déclinaison de tous les documents, de tous les types de l'Occident qui arrivent justement pour décider de l'Union soviétique, bah on le voit, on voit très bien. Ce qu'on voit aussi, c'est que donc Gorbatchev fabrique de façon artificielle la crise économique. Parce qu'effectivement, quand il y a eu les coopératives, les types qui placent l'argent gagné avec l'ouverture du commerce extérieur sur les paradis fiscaux, le budget de l'Union soviétique s'effondre. Et c'est là que les pénuries apparaissent. Certaines pénuries sont même générées artificiellement. Il y a même des scènes où il y a une pénurie artificielle de nourriture à Leningrad quand même, parce que Gorbatchev va faire un grand discours pour convaincre les gens qu'il faut faire la perestroïka. Et donc il y a des trains qui sont devant Leningrad chargés de nourriture et on ne sort pas la marchandise. Et il n'y a pas à manger. C'est quand même incroyable. Hein. En fait, toutes ces manipulations-là, elles sont complètement décrites avec différentes sources. Et pour que pour que les privatisations marchent, alors moi j'ai souvent pensé que la destruction de l'Union soviétique, c'était la suite du capitalisme. C'est-à-dire ils ont d'abord privatisé et après ça a mené à la destruction de l'Union soviétique. Mais en fait non. L'auteur montre que d'abord il fallait détruire l'Union soviétique pour après pouvoir privatiser. C'est-à-dire que l'objectif ce n'était pas tellement la privatisation que la destruction du pays. Et comment ils s'y sont pris juridiquement? C'est là où c'est très intéressant. Parce que pareil, moi j'ai pensé longtemps que bon voilà, c'était une connerie, mais on ne pouvait pas faire autrement. Ben, comment ils s'y sont pris d'un point de vue juridique? Ils ont dit, ça c'est les gorbatchevistes, qu'il faut remettre en cause le traité, le fameux pacte Ribbentrop-Molotov, que nous on appelle pacte Ribbentrop-Molotov, que eux ils appellent évidemment pas comme ça, du 23 août 1939. Que juridiquement c'était un pacte illégal, qu'on n'aurait jamais dû le faire. Or, ce traité est important, pourquoi? Parce que c'est par ce traité qu'effectivement les pays baltes sont devenus membres de l'Union soviétique, mais parce que l'Union soviétique avait besoin des pays baltes pour pouvoir défendre son territoire, n'est-ce pas? Et les pays baltes étaient, comme on le sait, pro-nazis à l'époque. En remettant en cause juridiquement, en remettant la validité juridique de ce traité, Gorbatchev ouvre la brèche pour l'indépendance des pays baltes. Et une fois qu'il a ouvert cette brèche d'un point de vue idéologique, hein, dans les médias, etc., l'antistalinisme aussi, tous les films, je me rappelle de tous ces films géorgiens qui sont contre Staline, etc., où Staline est un monstre, l'horreur, etc., tout ça, ça sort à ce moment-là. Hein. C'est Gorbatchev hein, qui les sort, tous ces films. Hein. C'est vraiment lui, c'est fait pour
pour pouvoir dire, vous voyez comment on a été méchants, il faut absolument que les pays baltes deviennent indépendants. Alors que les pays baltes, les gens ne voulaient pas de ça. Il n'y avait pas de mouvement d'opposition hein, dans les pays baltes en 87. On est en 86 même, tu vois. En 87, pour que cette indépendance des pays baltes devienne effective, Gorbatchev, avec son mec au KGB, parce que oui, le KGB, alors, souvent en Occident, et même nous en Pologne, on a tendance à penser que le KGB, c'est celui qui décide de tout. Or non, effectivement, celui qui décide de tout, c'est bien le leader, le secrétaire général du Parti communiste. Et le KGB, c'est un organe de police, quoi, en gros, de surveillance et de police, bah, c'est tout. Le chef du KGB, Kryuchkov, c'est un homme de Gorbatchev. Mais il n'est pas complètement mauvais, en fait. Il n'a pas envie de détruire l'Union soviétique. Il veut vraiment la démocratiser. Donc, quand Gorbatchev lui donne l'ordre de créer artificiellement les mouvements d'indépendance des Baltes, il n'est pas tout à fait pour. Donc, Gorbatchev utilise toutes sortes de chantage, de moyens de chantage. Il faut lire le livre hein, pour ça. Pour le convaincre qu'il faut absolument que le KGB laisse les KGB locaux créer le Sayoudis, le mouvement, ce qui deviendra les mouvements d'indépendance. D'abord, les mouvements d'indépendance des pays baltes, au départ, c'était des mouvements de soutien à la perestroïka. Perestroïka, régime change. Quand on a ça dans la tête, on comprend tout de suite. Même moi, j'ai vu le Sayoudis en Lituanie en 89, j'ai pas le souvenir que ces gens demandaient l'indépendance. Mais moi, je n'ai vu que les militants ou les gens normaux. Alors qu'à leur tête, il y avait des types que Gorbatchev avait mis là, régime change en fait. D'abord, les pays baltes, qui d'ailleurs ne demandent pas tout de suite l'indépendance, mais qui veulent la souveraineté de leur république. On parle beaucoup de souveraineté. Après, ce sont il y a l'affaire de décembre 89, il y a en Géorgie. En Géorgie, il y a une situation où il y a quelques dizaines de morts dans des manifestations. L'auteur prouve que ces manifestations pour la souveraineté de la Géorgie, c'était déjà une manipulation. Que le KGB de Moscou, donc les mecs de Gorbatchev, avaient donné l'ordre au KGB local de laisser faire jusqu'à ce qu'il y ait des morts. Et en fait, là, on voit comment les Gorbatchevistes font monter en fait une insécurité. Ils détruisent le pays en créant des groupes artificiels qui vont faire monter les passions nationalistes. Et c'est vraiment pas... D'une certaine façon, plus je lisais le livre, plus je me suis dit, mais oui, bien sûr, mais c'est une évidence. Pourquoi il y a eu des morts là? Si le KGB était aussi fort, il serait intervenu tout de suite. Mais non, le KGB a laissé faire en fait. Le KGB local, hein, je veux dire, avec les ordres. Alors, bien sûr, tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Au moment où on arrive en 89, où c'est déjà très avancé, tu vois, la notion les espèces de fronts pour la perestroïka demandent déjà la souveraineté dans les pays baltes, la Géorgie, l'Arménie et le Karabakh aussi, là aussi, ça pouvait être très facilement liquider ce conflit-là. D'ailleurs, il y a des gens au parti qui disent à Gorbatchev, mais pourquoi tu ne crées pas une commission pour qu'il y ait des négociations pour qu'on mette fin au conflit au Nagorno-Karabakh? Il ne veut pas. Tout ce qui renforce les structures de l'Union, il est contre en fait. Tout ce qui mène à la souveraineté, il est pour. Il est pour avec bien sûr tout son staff qu'il a placé dans les différents endroits. Et donc on en arrive comme ça. Je vous passe les détails, je ne vais pas vous faire tout le... Là, c'est très intéressant. On est... Ah oui, voilà, là, j'ai aussi quelque chose de très intéressant. On est à la réunion de Malte. C'est en 89, oui. Alors, bien sûr... Ah oui, donc il y a la création... Ah oui, Yeltsin. Donc, en fait, Yeltsin, qui n'est rien du tout, hein, c'est un type qui dirige sa ville, son parti à Svierdlovsk, très bien. C'est Gorbatchev qui les fait venir à Moscou. Il crée même un poste pour lui. Justement, secrétaire de la Fédération de Russie, ça n'existait pas. Il lui crée pour lui. Il le favorise. En réalité, on voit très bien que Gorbatchev et Yeltsin, c'est le bon flic, le méchant flic, tu vois. Le mec pas radical, le mec radical. Mais en réalité, ils sont toujours en lien, en fait. Et parce que le but, d'ailleurs c'est ce qui a réussi, c'est de faire en sorte que Yeltsin monte, devienne incontournable, prenne le contrôle des structures de l'État soviétique à l'intérieur de la Russie et fasse la souveraineté de la Russie. Et là, ça faisra péter tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et on voit très bien comment c'est monté pas à pas. Il y a même à un moment donné, je t'ai cité notre ami Boris Kagarlitsky, une espèce de
création artificielle d'opposition, avec l'argent de Fondation Soros. Il y a toutes les fondations, écoute, qui sont nommées, les Rockefeller, les ceci, les cela, les Soros, et il y a tous les groupes, notamment les fameux sociologues, là, de l'Académie de sociologie, qui sont créés artificiellement avec l'argent de l'Occident. Ça ne veut pas dire que les soviétiques soient d'accord avec ça, mais ils font confiance, ils font confiance au secrétaire général, ils font confiance à leur leader, ils font confiance à ceux qui devraient être un communiste. En fait, c'est ça. Ils pensent que c'est bien, finalement. Moi aussi, je me rappelle comment c'était bien. Alors qu'en réalité, toutes ces fondations Soros qui créent les différents groupes vont mener effectivement à l'éclatement du pays. Et là, on arrive après à la réunion de Malte, on est en 89. 89, c'est une accélération, parce que forcément, ah oui, après, il y a la sortie, voilà. En ce qui concerne nos pays, Gorbatchev laisse tomber, il décide, mais même sans qu'il y ait la moindre discussion, d'abandonner la politique étrangère de l'Union soviétique. On ne peut plus entretenir les pays étrangers, on ne peut plus entretenir l'Afrique, on ne peut plus entretenir Cuba. Il n'y en a rien à foutre, il n'y a aucune discussion. Il ne permet pas à ce qu'il y ait la moindre discussion, ni dans la société, ni dans le parti à ce sujet. Or, on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire. C'est extrêmement violent pour un pays comme Cuba, quand même. Et puis, c'est d'un coup. Il avertit effectivement les dirigeants des pays du pacte de Varsovie qu'il ne les soutiendra pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, en gros, si la Pologne décide de passer à l'OTAN, il n'y a pas de problème. Et là, ça ne fait pas du bien notamment les Allemands de l'Est, sont extrêmement inquiets de ce qui va se passer parce qu'ils voient que Gorbatchev est en train de les lâcher, en fait. Il faut vous dire aussi pourquoi les Russes ressentent ça comme une trahison. Il ne faut pas oublier que quand Gorbatchev décide que chaque pays sera souverain, les pays baltes seront indépendants, le Kazakhstan sera indépendant, ou les pays d'Asie centrale, ça veut dire qu'il y aura des dizaines de millions de Russes qui vont se retrouver sans nationalité, qui vont se retrouver sans pays, apatrides, voire dans des pays qui leur seront hostiles, ce qui se passe aujourd'hui. Mais à l'époque, comment dire, voilà, c'est ça la trahison de ce type, c'est qu'il ne s'est jamais posé la question de ce que ces gens allaient devenir, en fait. Le but, c'était le gouvernement mondial, la mondialisation, le nouvel ordre économique mondial, voilà, ça s'appelait comme ça, ça s'appelait déjà le nouvel ordre mondial, en fait. Bon, on n'avait pas encore Internet, mais eux, ils le savaient que ça aurait lieu, donc comme ils le savaient, en gros, ce que nous vivons aujourd'hui, ça a été en fait planifié dans les années 70, 60, voire 50, parce qu'il ne faut pas oublier le fameux Yakovlev, stagiaire en 1958 quand même déjà, donc à quel point ça a été bien fait. Donc 88, au moment où Gorbatchev décide de retirer les forces du pacte de Varsovie des pays de l'Est, en fait, on sait que ça va finir mal, en fait, que ça va finir par l'Occident qui va prendre nos pays. En fait, ça, on le sait. Et là, les Russes commencent à s'inquiéter, enfin, les Soviétiques commencent à s'inquiéter. Il y a des forces contraires qui commencent à dire à Gorbatchev, mais où est-ce que tu nous mènes, finalement? Où est-ce que tu nous mènes? Et c'est là qu'intervient la propagande, et notamment, là, il est question ici de la réunion à Malte, conspiration de Malte, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si je vais en parler beaucoup. Est-ce que tu as des questions? Comme ça, je vais rebondir plus facilement. Oui. Vas-y. J'ai beaucoup de questions. Vas-y. Mais peut-être je vais commencer. Où est dans cette histoire Monsieur Président Poutine? Parce que je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, le Gorbatchev a décédé et tout le monde en Russie disait dans ce moment-là que Gorbatchev c'est une traître, qu'il vivait en émigration et sa place c'est en émigration. C'est ça, exactement. Et c'est Poutine qui a dit non, il faut qu'il rentre, son corps rentre à Russie. Et Poutine, il a participé dans l'enterrement de Gorbatchev. Et dans le contexte actuel, qu'on voit que la Russie est dans les guerres froides ou guerres non froides. La guerre subversive, on peut dire, oui, tout à fait, la guerre, avec les pays occidentaux.
C'est très souvent dans les propagandes bourgeois en Pologne, ils répètent les phrases de Poutine que la destruction de l'Union soviétique c'était la plus grande tragédie du XXe siècle. Oui. Mais quand les Poutine il respecte Gorbatchev, comme Poutine, il était membre de KGB, et si j'ai bien compris, et cet livre montre que Oui. KGB, en années 80, dans les moments comme le Poutine était l'officier de KGB, c'était la force qui consciemment agitait pour destruction Union soviétique. Oui, alors, comment je vais te dire, j'entends très bien ce que tu dis, et c'est là, ça pose la... Enfin, moi, lisant ce livre, j'ai mieux compris d'où vient Poutine et qui est Poutine. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut lire ce livre. Parce qu'on comprend mieux les forces qui sont avec Poutine ou derrière Poutine et dont il est l'émanation. L'auteur, à un moment donné, il écrit la chose suivante, je ne peux plus te retrouver la page, mais il y a toute une page sur la RDA, justement. Tu vois, quand en Allemagne de l'Est, Gorbatchev rencontre Honecker et lui dit « Écoute, mec, c'est fini, tu vas mourir, je m'en fous. » En gros, c'est ça. Parce que c'est ce qu'il lui dit à Honecker. Il lui dit « Il faut que tu partes, de toute façon, je vais te lâcher. Terminé, hein, je fais une croix sur toi. Hein. » Et Honecker est très choqué d'ailleurs. D'ailleurs, il a été jusqu'à la fin de sa vie, tu vois. Parce qu'il a considéré ça comme une trahison, tu vois. Je veux dire, voilà, tu ne lâches pas comme ça des gens qui sont tes alliés, qui ont consacré leur vie quand même à un projet qui s'appelait l'Allemagne socialiste quand même. Justement, hein, sinon... tout le monde aurait pu se coucher devant l'Occident. Et des gens comme Honecker ne se sont pas couchés, tu vois. Les communistes allemands, ils ont quand même survécu à des choses très dures, tu vois. Et donc, là, à ce moment-là, l'auteur, il dit que, bah oui, Poutine était un résident du KGB à Leipzig. Mais, si tu veux, il n'était pas à un niveau très haut encore, tu vois. Il faisait partie de la structure. Mais par contre, c'est vrai que les Gorbatchevistes, notamment il faut voir ça comme une fraction du KGB obéissant à Gorbatchev, c'est-à-dire à Kryuchkov. Ils ont créé des mouvements à l'intérieur de la RDA pour pouvoir prendre le pouvoir si jamais Honecker n'était pas d'accord, tu vois. Et que s'il y avait un tel projet, tu vois, un projet de front pour la perestroïka. Finalement, les choses ont été beaucoup plus rapides parce que l'Occident, il n'a même pas laissé faire ce genre de choses. Comme tu sais, dès la visite de Gorbatchev en novembre 89, mais ça c'était après Malte. Voilà, Honecker et en fait les Occidentaux en fait prennent le pouvoir tout de suite puisqu'ils poussent les Allemands à manifester. Les Allemands, un peu comme des cons, défont le mur, hein, et une fois qu'ils ont défait le mur, l'Occident est déjà là, tu vois. Mais si il n'y avait pas eu cette accélération, il y avait la possibilité de créer ces espèces de fronts de perestroïka dans les pays qui n'étaient pas pour la perestroïka, tu vois, dont la RDA ou la Tchécoslovaquie, tu vois, par exemple. Et là, ça pose la question de qui est Poutine. Surtout qu'après, il a bossé pour Anatoly Sobchak, tu vois, qui était le fou furieux, là, le plus fou furieux des Yeltsinistes, hein, le plus fou furieux, finalement, et le plus stupide. Mais, moi, personnellement, quand je prends la totalité du livre et la totalité des informations, je m'aperçois qu'il n'y a que deux institutions qui ont résisté à Gorbatchev. Deux. L'armée. L'armée qui en Russie, en réalité, est une armée pour défendre le pays de l'extérieur. Donc elle n'a pas l'habitude, tu vois, de prendre le pouvoir. L'armée est restée un peu impuissante jusqu'au bout. C'est seulement quand il y a eu les fameux troubles, tu vois, de nationalité, les manifestations sauvages qui dégénèrent en Maïdan, parce qu'en fait, il y a des éléments maïdanistes hein, dedans. Toutes les manifestations de type on laisse faire des mecs brûler des postes de police, des écoles, des postes... Ça, c'est très Maïdan, n'est-ce pas? Les snipers sur les toits, comme en Géorgie, tout ça, c'est du Maïdan. C'est en fait du régime change occidental, c'est de la provocation. À un moment donné, quand le KGB, en 89, à partir de 89 de l'affaire de la Géorgie, quand le KGB, l'armée voit que le KGB ne réagit plus en tant qu'institution, c'est là que l'armée commence à se poser des questions. Mais il est déjà un peu tard, hein, tu sais, hein, 89, c'est quasiment déjà la fin. Et à la fin, on verra le faux putsch aussi. Parce que le putsch est faux, en fait, tu vois. Et là, on voit aussi comment l'armée a été manœuvrée, comment on a poussé l'armée à tuer des gens, des civils, et après, on l'a accusé, tu vois. Mais l'armée, globalement, est restée, comment dire, un peu stupéfaite, comme choquée par ce qui se passe.
Par contre, le KGB, lui, a été infiltré, oui. Et là, c'est là où il faut voir, je pense, le livre de l'auteur précédent qui a mis Gorbatchev au pouvoir. Parce que Kryuchkov, c'est un type de l'ancien KGB. Et lui, à un moment donné, bah, on arrive à Malte, il n'est pas d'accord avec ce que fait Gorbatchev. Et il essaye de forcer Gorbatchev à arrêter de faire ça, tu vois. C'est-à-dire de favoriser les nationalités, de favoriser des fronts indépendantistes, de réclamer la souveraineté pour les républiques. Il essaye de le forcer à arrêter ça en disant « mais tu es en train d'ouvrir la boîte de Pandore ». Mais en fait, ça ne marche pas. Je ne sais pas, on ne sait pas exactement quel moyen de chantage avait Gorbatchev sur cette partie du KGB, mais il avait des moyens de chantage. Parce que Khrouchtchev, jusqu'au bout, sera du côté de Gorbatchev, même quand ça va être fini, alors que lui-même, et il mourra éliminé, pauvre et tout ça, hein, alors que lui-même n'était pas... il s'est fait en fait avoir, quoi. Mais une partie du KGB n'a pas suivi. Mais comme tu sais, le vrai KGB, ce sont des mecs silencieux, ils ne parlent pas, hein. Donc ils se sont tués, ils n'ont rien dit. Et ils ont attendu leur heure, comme on dit en français. Ils ont attendu, et au moment où ils pouvaient prendre le pouvoir, ils l'ont pris. Et pour moi, Poutine, c'est un peu, il est l'émanation de ces forces-là, tu vois. Parce que de ces forces qui ne pouvaient pas parler, qui ne parlent pas d'ailleurs, qui ne sont pas des spécialistes de la parlotte, hein, mais de l'action. Et petit à petit, il a compris aussi qu'il faut être aussi rusé que ses adversaires. De la même façon subversive que ses adversaires ont détruit l'Union soviétique en formant des types en 1958 pour prendre le pouvoir en 1985, de la même façon, on le voit bien sur les 25 ans du règne de Poutine, c'est qu'il s'est tu. Il fait semblant qu'il est un pauvre type, voilà, la Russie, c'est rien, et en fait, il a reconstruit pas à pas. Donc moi, je pense que pour moi, il est de ce fait honnête. Là où moi j'ai un problème, et là l'auteur m'a fait découvrir une autre dimension, c'est que justement, Poutine ne remet pas en cause comment te dire, le produit du régime change, qui est la création de la Russie contre l'Union soviétique. C'est-à-dire, Poutine ne veut pas reconstruire l'Union soviétique. Il a pris l'héritage de Yeltsin, qui est la Russie actuelle. Et il ne veut pas aller plus loin, en fait. Mais pourquoi? La question se pose. Est-ce qu'il n'a pas accepté le nouvel ordre mondial? C'est-à-dire la mondialisation, tu sais, la coopération avec l'Occident. Ou ce qu'il projette comme nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est quand même la notion de contrôle absolu de toute la plèbe humaine, tu vois. Comme Gorbatchev avait dit, je mettrai l'Union soviétique doit être détruite parce qu'il faut que le nouvel ordre mondial vive, est-ce que Poutine n'a pas dit, bah, je vais quand même faire le nouvel ordre mondial? Parce que là où ce qu'il faut comprendre, et dans notre tête, c'est pas très clair, et je pense que même les soviétiques comprenaient pas tout ça, c'est que pour pouvoir détruire l'Union soviétique, Yeltsin a privatisé, en fait, comment dire, a fait un putsch, il a pris les structures de l'État soviétique à l'intérieur de la Russie. En fait, il a fait un décret dans lequel il a dit, bon, le KGB qui est sur le territoire russe, il est à moi. L'armée soviétique qui est sur mon territoire, elle est à moi, elle est à la Russie. Tous les biens de l'État soviétique sont russes. Or, c'était illégal. Tu vois ce que je veux dire, hein? En fait, il s'est accaparé les biens russes. Il a créé une Russie et puis a dit aux autres, allez vous faire foutre, moi je suis indépendant. Et en plus, à l'intérieur, il a privatisé et détruit. Du coup, l'Union soviétique, c'est une espèce de mainmise, d'abord sur la structure centrale de l'État, la destruction de l'Union soviétique, et après, la destruction de ces structures par leur privatisation au profit d'un truc qui s'appelle la Fédération de Russie, tu vois. Et ça, c'est un projet yeltsiniste. Poutine a repris le projet yeltsiniste et l'a gardé, il l'a renforcé, il en a fait un État viable, il faut dire, il a arrêté la destruction. Hein. Mais il n'a jamais cherché à reconstruire l'Union soviétique. On le voit bien. Hein. Même le petit truc yeltsiniste, tu sais, la communauté d'États indépendants, celle qui a été créée à Białowieża, même ça n'existe pas en réalité, tu vois. C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est là où je suis dubitative. Et on se pose la question, est-ce que Poutine veut vraiment assumer que la Russie réellement reprenne l'Union soviétique, ou j'ai envie de dire l'idée d'Union soviétique, et soit un pôle de résistance mondiale, ou est-ce qu'il veut juste le projet yeltsiniste? Bon, Yeltsin voulait détruire son propre pays, d'ailleurs, il l'a détruit. Hein. D'ailleurs, Yeltsin était alcoolique depuis le début. Hein. Tu sais, c'est un type qui est bourré du matin au soir, dès 1985.
C'est pas à la fin qu'il était bourré. Moi longtemps, j'ai pensé que ce type, il a tellement détruit qu'il a fini alcoolique. Mais non, il était bourré. Il est tout le temps bourré. Il est tout le temps alcoolisé. Chaque fois qu'il y a une rencontre avec les Américains, il est alcoolisé. Ils en font ce qu'ils veulent, en fait. Tu vois, c'est intéressant de voir ça. C'est pas de l'anecdote. C'est que les types alcooliques, je suis désolée, un type qui est alcoolique, il ne peut pas diriger un État, hein, parce que ça, c'est destructeur pour tout le monde. D'ailleurs, en faisant ma recherche sur la résistance, tu sais qui a signé l'accord de l'OTAN en France? Un type alcoolique aussi. Hein. Tous les accords d'entrée de la France dans l'OTAN, enfin de la création de l'OTAN, 1949, 50, 51, ont été signés par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Georges Bidault. Or, moi, j'ai trouvé dans les archives des témoignages de première main de gens qui ont connu Georges Bidault, qui étaient avec lui aux conférences internationales, et ce type était alcoolique fini. Oui, en Pologne aussi, le président Kwaśniewski voilà. était alcoolique. Alors, on ne peut c'est lui pas... qui a signé entre Pologne de notre... Voilà, on ne peut pas confier les rênes à un pays, un mec qui est réellement alcoolique, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade, en fait. Tu vois, je veux dire, je suis désolée. Et ça, c'est pas anecdotique. Et il a raison, l'auteur, de le dire. Il le montre, il le dit, il donne les témoignages. Bon, voilà. Et voilà, donc c'est là où j'ai des doutes. Tu vois, j'ai des doutes que Poutine accepte de revenir à la... Alors, je vais finir là-dessus aussi, parce que c'est important. J'ai compris pourquoi, dans nos cercles du Parti communiste, tu sais, du KPRF, on dit, on répète l'anecdote, Daniel Bleitrach l'a écrit dans son livre, et je pense que c'est vrai, que effectivement, et je crois que même Boris Litvinov me l'a dit, que ça c'est un espèce comment dire, c'est pas une blague, mais Poutine aurait dit au KPRF, ce n'est pas moi qui ai détruit l'Union soviétique, c'est vous qui l'avez détruit, vous le Parti communiste. Donc vous ne pouvez pas revenir au pouvoir tant que vous n'aurez pas, en fait, géré vos problèmes internes, en fait. Ben, je comprends, parce que c'est vrai, c'est pas le KGB qui a détruit l'Union soviétique, c'est pas l'armée, c'est pas les citoyens non plus, c'est pas les gens, c'est bien le Parti communiste qui a été victime d'une infiltration de très haut niveau, bien placée, et qui n'a pas su se défendre. Même s'il a essayé, hein, l'auteur montre, quand il y a eu les élections au Soviet suprême, des députés qui sont des vrais députés, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec le programme des 100 jours de privatisation. Ils ne sont pas d'accord avec la signature des accords avec les Américains. Ils ne sont pas d'accord avec les souverainetés des États. Ils ne sont pas d'accord avec Yeltsin quand il prend le KGB en disant « maintenant le KGB soviétique devient russe ». Mais en fait, on s'en fout parce que l'ossature de l'État, c'était le Parti communiste. Tu vois ce que je veux dire? Et dès l'instant où tout le monde devient, les républiques deviennent indépendantes, en fait, c'est l'ossature de l'État qui craque, tu vois. Alors, c'est très intéressant. Moi je rapporte... c'est là où Poutine, quand il leur dit « Quand vous ne serez plus infiltrés, vous pourrez revenir au pouvoir ». Et oui, est-ce que le KPRF actuel sait exactement qui sont ses membres? Est-ce que le KPRF d'aujourd'hui peut dire, la main sur le cœur, « Je sais qu'aucun de mes membres ne travaille pour les Américains ». Non. Le jour où ils pourront dire ça, le jour où ils seront, comme Staline, suffisamment sévères, encore que Staline, je pense qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, suffisamment sévère vis-à-vis de ses membres pour que tout le monde soit discipliné, tout le monde soit honnête, bah là oui. Voilà, là j'ai compris mieux pourquoi on dit ça au KPRF, tu vois. Et là j'ai compris ce que Poutine voulait dire. Désolé, le KGB et l'armée ont reconstruit ce pays. C'est à vous maintenant de faire le job, hein, c'est-à-dire vous reconstruire. Voilà, alors je reviens pour finir. Ou à moins que tu aies une autre question. J'ai beaucoup de questions. Voilà, mais bon, tu liras dans le livre, hein. De toute façon, il y a beaucoup de choses. On a aussi d'autres sujets. Alors, je vais finir parce que là, il y a des choses très intéressantes à la fin. Donc, je vous passe tout le reste. Il y a la réunion de Malte est très importante. C'est en avril 89. Et pourquoi? Parce que il y a d'autres éléments que juste les États qui jouent dans le jeu du nouvel ordre mondial. Regarde qui cite l'auteur. La conclusion d'un accord important, précisément à Malte, l'ordre des chevaliers de Malte, la commission trilatérale, le club Bilderberg. Il parle aussi des francs-maçons, tu vois. D'ailleurs, à un moment donné, il y a un rapport du KGB interne qui dit attention à toutes ces structures qui infiltrent le pays, tu vois. Bon. Et pareil, à Malte, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce que Gorbatchev a signé. Il a pu très bien signer ou verbalement se soumettre complètement. Ce qu'on sait, c'est qu'il a complètement soumis le pays, ça c'est sûr. Et donc, on en arrive, comme ça je vous fais plus court, à 90. En février 90, il y a les fameuses émeutes maïdanesques de Lituanie et de Lettonie, tu vois. Et là, on a une description très précise
de comment dire, les manifestants qui sont déjà complètement organisés par l'Occident, parce que là, il y a déjà Soros, tu vois. Ils tendent un piège au KGB, tu vois. Ils tendent un piège, il y a des manifestations où il y a 5 morts. Et tout de suite, tu as toute une propagande qui dit qu'il y a 20 000 personnes tuées, 60 000 personnes tuées, tu vois. Il y a vraiment une espèce d'inflation, et c'est toujours le KGB qui est accusé. Du coup, la crédibilité du KGB, elle baisse, tu vois. Et tout est comme ça. Et je vais te dire, ce qu'on sait du Maïdan et tout ça, on voit comment les éléments sont mis en place. Mais attends. Il y a les Il y snipers qui il y tirent. avait les 5 morts et ils ont dit Oui, oui. 70 000. Oui, mais je te jure, hein, c'est ça. Alors, c'est 13 à 70 000. Oui, mais c'est ça, tout à fait. Et c'est qui tue les gens, des snipers sur les toits, non identifiés, évidemment. Tiens, ça nous fait penser à Odessa, justement, aussi. C'est toujours non identifié. Et surtout, il y a l'ordre, le KGB central donne l'ordre au KGB local de ne pas agir, tu vois. Donc, du coup, il y a ce genre de choses. Et on va arriver à la fin, au fameux faux putsch. C'est là où je parle de l'armée. Et le faux putsch. Alors, l'auteur décrit très... alors, en 89, du coup, toute cette histoire comment dire, voilà, en fait, toute cette destruction, cette privatisation, tu vois, de l'économie, amène à des pénuries, amène à la destruction de l'économie, tu vois, ça amène vraiment à la déstabilisation de l'économie. Et du coup, il y a donc la dette russe qui augmente, la Russie est obligée d'acheter de la nourriture alors qu'elle en produisait, et on arrive à une situation où il y a une déstabilisation totale de la société. À un moment donné, les gorbatchevistes veulent créer un comité d'état d'urgence. Et ce comité d'état d'urgence est créé, ça dure 1 an, avec le KGB et il y a différentes personnes qui participent à ce comité d'état d'urgence. Et en réalité, quand le putsch a lieu, le pseudo-putsch a lieu en août 91, mais avant, il y a les élections, il y a le référendum, tu sais, le fameux référendum du 17 mars 91. Là, on a même un tableau. Donc, Gorbatchev a convaincu les soviétiques qu'il était nécessaire d'avoir un nouveau traité de l'Union soviétique. Les gens étaient contre, mais il a forcé la main, comme d'habitude. Et donc, un référendum a eu lieu. Et comme vous voyez dans les statistiques, il y a 9 républiques. Alors, il y a 6 républiques qui refusent de le faire. L'Arménie, la Géorgie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Estonie. Mais tu vois, l'Ukraine et la Biélorussie le font. Les autres, il y a 9 républiques, 80% de la population, qui donc compte 80% de la population. Plus de 76% des votants se prononcent en faveur de la préservation de l'Union soviétique. Donc tous ces gens-là, il y a carrément le Tadjikistan ou le Turkménistan, c'est quasiment 94 ou 97%. L'Ukraine, c'est 83 quand même, tu vois. Donc personne ne veut en réalité d'indépendance. Tout le monde veut recréer l'Union soviétique. Donc il y a un travail sur un nouveau projet de traité, qui d'ailleurs est très... Alors il y a toute la description de qui travaille dessus. Mais en fait, il y a cette histoire de comité d'état d'urgence, tu vois. Ce que je veux dire et ce que l'auteur veut dire, c'est que c'est le 20 août que devait avoir lieu, à partir du 20 août, la signature du fameux traité. Quand le putsch surgit, le fameux putsch du 19 août, où Gorbatchev est en Crimée et qu'il est soi-disant enfermé, coupé, etc., on lui coupe le téléphone, en réalité, il est au courant du fait, il le sait que ce comité d'état d'urgence, qu'il a lui-même créé, va probablement instaurer l'état d'urgence à cause des pénuries et à cause de la criminalité aussi de plus en plus grande, tu vois. Et en réalité, quand le comité d'état d'urgence surgit, il est d'accord avec ça. Il y a même une description du fait que Gorbatchev n'a jamais été isolé dans la villa, tu vois. En fait, c'est comme si tu veux, c'est un faux putsch. En fait, il tend un piège, les Gorbatchevistes et les Américains tendent un piège à ces quelques personnes qui pensent à ce moment-là sauvegarder l'Union soviétique. Dans le comité, il y a 2 ou 3, alors il y a une dizaine de mecs
qui sont tous des hauts responsables. Certains sont gorbatchevistes et d'autres non. Ceux qui ne sont pas gorbatchevistes, en fait, ils n'ont pas l'envergure pour devenir des leaders. Et d'ailleurs, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ce qui fait que, bah justement, le putsch ne marche pas. Tu vois, il n'y a pas de putsch, en fait. C'est une espèce de mise en scène. Parce que la mise en scène, dès l'instant où les médias, tu sais, occidentaux, mondiaux, lancent qu'il y a un putsch de Takzvan et Béton, n'est-ce pas, le béton en Russie, enfin en URSS, là, il y a la fameuse mascarade avec Yeltsin qui arrive qui arrive devant le Parlement soviétique, devant le Soviet suprême, les Yeltsinistes créent des barricades autour, et là, tu sais, tu as la fameuse scène où il est juché sur un char, et il fait un discours, en fait, tu vois. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait des barricades autour, donc, du Parlement, et qu'à un moment donné, et que l'armée, à ce moment-là, le comité d'état d'urgence avait demandé à l'armée d'intervenir. Mais l'armée ne comprenait pas forcément très bien pourquoi elle est appelée, parce qu'en réalité, il n'y avait pas de menace de guerre civile. Tu vois, c'était un peu bizarre pour elle. Ce qu'on voit dans l'auteur, c'est qu'il y a un mec de l'armée, c'est Pavel Grachev, qui est trahi, qui est le chef des forces aéroportées. Lui, il est du côté de Yeltsin, il informe en fait, tu vois. Et ça permet en réalité de faire un putsch dans le putsch. C'est-à-dire le comité d'état d'urgence sert à créer une situation de mise en scène dans laquelle Yeltsin peut se montrer le véritable leader et dans laquelle il sort les fameux décrets dans lesquels on peut dire qu'il nationalise d'un point de vue de la Fédération de Russie les structures et les biens de l'État soviétique. En fait, c'est lui qui détruit, il vide l'État soviétique de sa substance. Et surtout, l'armée est poussée dans des situations, c'est très... la description de la lutte autour du Parlement, les jours du 19, 20, 21, 22 août 91, elle est très intéressante. Parce que tu vois que certains manifestants sont poussés, sont mis de telle façon à ce que l'armée ne peut faire autre chose que de tirer sur eux, tu vois. Tu as une situation, par exemple, où tu as un véhicule militaire qui est bloqué dans un tunnel et les mecs balancent dessus des cocktails Molotov. Bah forcément, tu vois, les soldats, ils finissent par tirer. Tu vois, un peu, il y a des situations de ce genre. D'ailleurs, qui parle de ça? Ben, un certain capitaine Surovikin, figure-toi. Le fameux Surovikin. Celui qui est le chef des lignes de Surovikin. Oui, c'est lui, c'est lui. Il était jeune à l'époque. À l'époque, il était un jeune capitaine et il dirigeait... La plus fameuse des lignes de la défense. Et oui, et ben c'est lui qui était le 20 août à Moscou et c'est sa colonne de véhicules militaires qui a été attaquée par les maïdanistes. Donc c'est là où je me dis, des mecs comme Surovikin qui ont vécu la manipulation, ils ont réfléchi à comment on les a manipulés, comment on s'est servi d'eux pour faire de la mise en scène aussi. Là, il y a même une situation où, si tu veux, les soldats ne veulent pas tirer sur les manifestants. Mais les manifestants carrément se jettent sous les roues, parce que c'est ce qu'on leur a enseigné, tu sais, dans les trucs de Soros. C'est ça aussi la révolution de couleur. C'est qu'on prend des gens, on les formate, et on leur dit, tu vas te mettre devant un char, etc. Et tant pis si le char te tire dessus, tu es le martyr de la liberté, tu vois ce que je veux dire? Donc les soldats sont perplexes, et les officiers sont perplexes. Ils se disent, mais où sont les chefs de l'armée? Où est le KGB? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays, tu vois? Ils ont mis beaucoup de temps à comprendre toute l'infiltration. D'ailleurs, ce livre-là, c'est un livre combattant, hein. C'est un livre qui montre aussi aux Russes et aux Soviétiques qu'est-ce qui s'est passé. C'est en réalité un livre énorme, tu vois, vraiment. Parce que là, il a interrogé d'ailleurs ces militaires, tu vois. L'auteur a interrogé ces militaires. Et le faux putsch permet un véritable putsch qui est le putsch de Yeltsin, qui à ce moment-là fait tous les décrets, comment dire, s'accapare les biens de l'Union soviétique. Et après, il n'y a plus qu'à aller à Białowieża et signer cette espèce de torchon de 14 articles dans lequel ils disent que voilà, l'Union soviétique a cessé d'exister. Bien sûr, c'est totalement illégal. Dans le dernier chapitre, l'auteur insiste lourdement à quel point juridiquement c'est totalement illégal. Parce qu'il y a 3 républiques qui décident pour les autres. Tu vois, c'est pas possible. Parce qu'il y a un parlement, soviet suprême, que personne n'a consulté. Parce que juridiquement, c'est contraire à la Constitution. Parce qu'il y a eu un référendum. Enfin, je sais pas, t'as au moins la violation de je ne sais pas combien, tu vois, d'articles de loi. Voilà, Białowieża, c'est ça, tu vois. Enfin,
Donc, au-delà du fait qu'ils étaient tous bourrés et qu'ils étaient tout le temps et que les Américains étaient au téléphone en train de leur dicter ce qu'ils allaient mettre, hein, parce que ça aussi, hein. T'as les Américains partout, hein, ils sont tout le temps au téléphone. Hein. Yeltsin, il est tout le temps au téléphone avec l'ambassadeur américain, tu vois. C'est même une évidence, il le dit lui-même, hein, tu vois. Donc voilà. Donc, alors moi, évidemment, une fois qu'on a lu ça, on sait comment ça va finir, voilà. Ah oui, et puis c'est là, alors c'est encore Gorbatchev qui fait le fameux programme des 100 jours, qui deviendra la stratégie du choc, tu vois. Mais je pense que pour les Américains, enfin pour les forces capitalistes internationales, on va appeler ça comme ça, parce qu'il ne s'agit même pas du gouvernement des États-Unis, mais vraiment de ces banquiers, de ces... Alors il y a les Rockefeller, il y a les Warburg, il y a toute cette espèce de nébuleuse, tu vois, qui est celle qui fait le capitalisme international. Pour eux, en fait, ils se sont dit, Gorbatchev, on va le pousser dehors, parce que tant que l'Union soviétique existe juridiquement, il peut y avoir des forces comme l'armée ou le KGB qui vont se ressaisir et vont prendre le pouvoir, vont discipliner les gens, vont fermer les frontières. Et la privatisation, la stratégie du choc deviendra impossible. D'où l'importance de faire le faux putsch, de pousser Gorbatchev dehors, de mettre Yeltsin. Et là, ils étaient sûrs qu'ils arriveraient à faire la stratégie du choc. Et effectivement, ils la font, puisque ça commence le 1er janvier 92. Voilà. Donc moi, c'est en lisant ça, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur comment une infiltration d'un État aussi grand, aussi structuré, avec une histoire comme celle-là, comme cette infiltration peut être préparée des décennies à l'avance, tu vois. On prépare à l'avance. Des hommes jeunes sont formés, on pourrait presque dire hypnotisés, parce que parfois tu te poses des questions, pourquoi ils font ça? Parce que ces hommes-là, Yakovlev et les autres, ils meurent sans rien. Gorbatchev, il meurt, il est déconsidéré. Ce type, à la fin de sa vie, il a une fondation, une villa, d'accord, mais je veux dire, tu ne détruis pas un pays pour juste ça, tu vois, pour une villa, tu vois, je veux dire, ça semble hallucinant. Et bien, ces mecs-là ont été quand même formés, leur cerveau a été lavé, et pas à pas, ils mènent à la destruction de leur propre pays, tu vois. Ça interroge, parce que ça veut dire qu'on peut infiltrer des pays comme ça, tu vois. Je veux dire, moi, ça m'interroge sur le fait que c'est possible. Comme je suis en train de travailler sur les services secrets français, sur comment et qui a signé l'entrée de l'OTAN en France, hein, dans les années 40. Hein. Pourquoi ça a été possible, comment De Gaulle a essayé de se débarrasser des Américains. On lui a fait mai 68. Hein. Et là, on ne parle pas des ouvriers, hein. On parle bien du mai 68 pseudo-étudiant, tu vois. Au moment où, justement, il arrive à se débarrasser enfin d'une structure illégale qui s'appelle l'OTAN, mais qui n'existe pas juridiquement. Parce que, pareil, juridiquement, l'OTAN, c'est rien, ça n'existe pas. Le traité atlantique, c'est un traité multilatéral de militaire, quoi, un accord militaire, mais il n'y a pas d'OTAN dedans, il n'y a pas d'organisation. Pourquoi une organisation? Qu'est-ce que c'est que cette organisation? D'ailleurs, l'auteur, à un moment donné, dit que dans les accords de Malte, l'OTAN et le pacte de Varsovie devaient devenir des organisations politiques. Mais là, on est en plein dans le gouvernement mondial, tu vois, dans le fait qu'on crée des structures supranationales sur la base de traités militaires totalement basiques, tu vois. Un traité militaire ne donne pas lieu à la création d'une structure internationale, tu vois. C'est là aussi, il faut se dire que tout ça, c'est illégal. Donc pour moi, le viatique, c'est revenir à la souveraineté basique des États. Et tout ce genre, les structures supranationales, les trucs et les machins, il faut un peu défaire tout ça, tu vois. Il faut revenir en arrière et il faut dire, bon, qui a fait ces structures il y a 80 ans? On n'est pas d'accord avec ça, donc il faut arrêter, quoi. Voilà. Même le pacte de Varsovie, je me pose des questions, tu sais. C'était des traités bilatéraux, normalement. Il n'y avait pas d'organisation, en réalité, tu vois. Et s'il y en avait une, sur quelle base juridique? Il faut aussi se poser cette question. Parce que l'OTAN n'a aucune base juridique, quoi.